pour clôturer cette première journée de Futurapolis Santé, une table ronde sur l'hôpital. On parle beaucoup, hein, vous l'entendez, vous le lisez dans les journaux, de sa transformation, de sa réorganisation, de sa gouvernance. On a beaucoup dit pendant cette épidémie que les médecins avaient, entre guillemets, repris le pouvoir. Donc nous allons voir au cours de cette dernière table ronde quel changement donc, a induit cette crise sanitaire. Et donc pour évoquer ce sujet, nous avons le grand plaisir d'accueillir maintenant le professeur Xavier Capdevila, donc, qui est chef de service du département anesthésie et réanimation de l'hôpital La Péronie au CHU de Montpellier. Nous l'applaudissons. Bonjour. Nous avons également avec nous Laurence Contarassus, qui est présidente de Medtronic France. Alors moi, je vous vois sur mon écran retour, mais je pense qu'on va vous voir très vite. Le public va aussi pouvoir vous voir. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. On accueille également Thomas Leludec, que vous connaissez, qui est directeur du CHU de Montpellier, vice-président de la Conférence nationale des directeurs généraux de CHU. Et également, nous allons avoir le témoignage d'une étudiante en soins infirmiers. Donc, j'appelle à nous rejoindre Margot Stergon. Et pour animer nos échanges, j'accueille donc Géraldine Wessner, qui est journaliste au Point. Géraldine, c'est à vous sur l'avenir de l'hôpital. Bon, bonsoir à tous, bonsoir, bonjour. Bonjour et merci vraiment de prendre le temps d'être avec nous. Vous ne le savez pas dans la salle, mais ils étaient un petit peu en retard tous les deux parce qu'ils étaient en train de chercher des lits pour répondre à une urgence préoccupante et liée bien sûr à la crise qu'on traverse. C'est particulièrement intéressant d'aborder aujourd'hui ce thème des leçons à tirer de cette crise, alors que l'épidémie justement commence à flamber à nouveau avec une dynamique évidemment qui n'a rien à voir avec celle qu'on a connue au printemps, mais qui laisse entrevoir une crise qui va être longue. Alors, est-ce que les leçons ont été tirées à court terme, à long terme? On va voir ça tout de suite. Peut-être avec vous, monsieur Leludec, finalement, quand la crise est arrivée, quand vous aviez ici à Montpellier en quelque sorte déjà tiré des premières leçons, puisque vous aviez eu l'expérience de l'Italie, vous aviez vu un petit peu ce qui se passait dans le Grand Est, et vous n'avez pas géré comme ailleurs. En tout cas, on a essayé une hypothèse totalement différente, c'est que plutôt que de concentrer l'ensemble du problème au CHU de Montpellier, on a fait en sorte que notamment les secteurs de réanimation, de soins critiques des hôpitaux et des cliniques de la région, soient pleinement partie prenante. Et ça a été aussi permis parce que, avec le secteur privé, on s'est parlé, et on s'est parlé très vite pour se dire qu'il fallait déprogrammer de manière coordonnée et se mettre en mouvement tout de suite. Mais nous sommes quand là? Février? Là, on décide de ça. Je dirais que le concept, on commence à le dessiner autour du 10 mars et on le met en place progressivement. D'abord une coordination, la décision de se coordonner. Donc ça, c'est dans la semaine du 9 ou 10 mars. Et ensuite, on crée une cellule de régulation de la réanimation à l'échelle de plusieurs hémi-régions. On a été les premiers à le faire avec le soutien de l'ARS. Donc nous, ça allait de l'Hérault jusqu'aux Pyrénées-Orientales en passant par l'Aude. Et ça nous a permis de voir très rapidement qu'il y avait des situations qui flambaient, comme à Perpignan, comme à Carcassonne. Et plutôt que de voir ces offres tomber une à une, on s'est dit on va apporter une force d'action rapide qui a été aussi bien médicale, paramédicale que des équipements. Mais on a envoyé un membre de mon équipe pour porter appui à l'équipe qui était à Perpignan. Et vous, dans votre service, monsieur Capdevila, littéralement, on pousse les murs. Littéralement, on pousse les murs. On pousse les murs, oui. Surtout, on crée autre chose. C'est-à-dire, vous savez qu'on a entendu parler du concept de ce qu'on appelle les réanimations éphémères, c'est-à-dire, à un moment donné, quand les entrées sont supérieures à ce que l'on peut gérer, eh bien, il faut bien prendre ces patients. Il était hors de question de faire des choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on prenait ces patients. Et donc, on a créé, et ça, bien évidemment, ça a été possible parce qu'il y avait eu des déprogrammations, comme monsieur le directeur général vient de le citer, très, très en amont.
Il y avait eu des échanges avec ce qu'on appelle un comité d'organisation régional qui nous permettait de savoir à quel endroit il y avait encore quelques places et à quel endroit on devait faire l'effort supplémentaire pour créer des structures. Donc pousser les murs, oui, littéralement, c'est-à-dire créer des réanimations éphémères nouvelles à partir de lits qui ne l'étaient pas au préalable, c'est-à-dire des lits de surveillance continue qui sont des soins critiques, mais un niveau en dessous de ceux de la réanimation, ou alors des lits de salle de réveil, par exemple, puisque vous en doutez, il n'y avait plus d'interventions réglées, hormis évidemment les interventions d'urgence et les interventions qui amenaient une perte de chance s'ils avaient été reculés. Très rapidement, et je vous pose aussi la question sur le plan médical. Est-ce que vous vous souvenez du premier cas que vous avez eu à traiter et de l'état de votre connaissance à l'époque et comment ça progresse en fait? Le premier cas, je m'en souviens très bien, parce que c'était un cas qui était toute fin février, donc on s'en souvient assez bien. Alors on avait, très rapidement, on avait l'expérience de la Chine qui était une expérience un peu particulière, on va revenir dessus, mais par contre l'expérience de nos collègues italiens avec lesquels on parle beaucoup, hein, on se connaît, on est dans les mêmes sociétés savantes européennes, on se connaît bien, et les Italiens nous avaient dit attention, ce sont des malades très particuliers, qu'il faut gérer en réanimation de façon très particulière avec des intubations longues, avec des patients qui doivent être mis dans des positions particulières pour bien les aérer sur le plan pulmonaire. Et donc, on a appliqué ces méthodes dont on sait maintenant que probablement tous les patients n'auraient pas dû bénéficier de ces méthodes-là. Je te dis, ça n'a pas aggravé leur pronostic, ça a simplement rallongé leur séjour en réanimation. Et là, la connaissance progresse extrêmement vite. Et Margot, vous y étiez aussi, vous êtes étudiante. Beaucoup de médecins me l'ont dit, et peut-être vous avez partagé ce sentiment, c'est une chose de lire la littérature scientifique sur les cas qu'il y a eu, c'est autre chose que de les voir en face de soi. Et au départ, c'était, semble-t-il, un choc. Vous dites, est-ce qu'on se sent impuissant finalement devant... C'est vrai qu'on ne s'en rend pas spécialement compte quand on en parle dans les médias, qu'on est derrière la télé, sur notre canapé. Et effectivement, quand on arrive en service et qu'on est face aux patients et du coup à la pathologie, ça prend une tournure tout à fait différente et on n'arrive pas vraiment à se rendre compte parce que on n'a pas eu aussi non plus les connaissances sur ce sujet pour faire face du coup et travailler correctement sur des patients porteurs du Covid-19. On est plongé dans le bain. Comment avez-vous géré les pénuries dans l'immédiateté de... Belle question, je vous la laisse. Oui. Alors, les pénuries, je pense que la première à laquelle on pense, c'est celle des masques, évidemment. Donc, comment on l'a fait? On a eu énormément de solidarité. Parce qu'une solidarité extérieure, d'abord, il y a eu énormément de dons de masques qui étaient des stocks dormants, notamment donc, des stocks de 2010, qui étaient les stocks de H1N1. Et une solidarité interne, puisque notre service d'hygiène, nos services logistiques, se sont mis à tester systématiquement les dons qu'on nous faisait, parce qu'il y avait des produits qui étaient en état et des produits qui n'étaient pas en état, donc on veillait à ce qu'ils soient réellement utilisables. Il y avait notamment la fragilité de l'élastique, il y avait aussi des éléments de morphologie. Donc ça on l'a géré comme ça, et ça nous a vraiment aidé à tenir 15 jours, le temps que des approvisionnements arrivent. D'abord, je dirais, des approvisionnements pour tenir une semaine, et puis après, ça s'est arrangé, fort heureusement. Mais ensuite, ça a été quand même un feuilleton. On a eu les tenues, on a eu les gants. Mais je pense que le souvenir qu'on en a avec le professeur Capdevila et tous ses collègues, c'est, je crois que de mémoire, le 2 avril, quand on n'avait plus que 2 jours de stock sur certains produits de réanimation. Là, on s'est fait très peur. Et là aussi, on a joué sur la solidarité. Il y a des établissements privés, des établissements publics qui nous ont dépannés. Donc, c'est vrai qu'il faut rester modeste dans une crise. On peut être un très grand CHU, mais comme on avait des grosses consommations, ça nous a aidés, ça nous a permis de tenir. Et on a fait très attention, et c'est là où la déprogrammation a été très utile. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec la crise que l'on a en ce moment. C'est que ça nous a permis petit à petit de gérer au plus près les stocks que l'on avait. Et il faut savoir que les stocks ont été à un certain moment, que ce soit pour des équipements de protection individuelle ou pour les produits type anesthésiques, ont été centralisés. Donc nous ne pouvions plus commander à un certain moment par nous-mêmes. Et puis après, la situation est redevenue plus normale et nous avons pu commander par nous-mêmes.
Je vais me tourner vers Laurence Contarassu qui est avec nous et merci de l'être. Alors Medtronic, je ne sais pas si on l'a dit, c'est le leader finalement du matériel médical en France. Vous aussi, finalement, la crise fond sur vous à un moment où toute la France manque un peu de respirateurs, on vous commande du matériel. Comment vous avez géré cette urgence? C'est un peu comment on fournit les munitions? Oui, bonjour à tous et tous. D'abord, bien déjà, comme les trois autres intervenants, hein, je me suis retrouvée un chef d'entreprise qui devait gérer l'ingérable. Je pense que ça, c'est un point commun. Ensuite, notre deuxième mission, ça a été de protéger nos employés. Et ça, c'était un point extrêmement important, justement, être en capacité d'augmenter en fait notre capacité de production. Puisque cette crise pour nous, on a énormément de produits. On s'est retrouvé avec, j'allais dire, deux prismes extrêmement différents. D'un côté, tout un tas de produits qu'on ne vendait plus, alors qu'on sait qu'il y a des patients qui pouvaient non seulement en avoir besoin, et comme on l'a vu, qui étaient déprogrammés, mais aussi certains patients qu'on ne voyait plus en cardiologie, en diabéto. Et de l'autre côté, sur une activité qui est beaucoup plus petite pour nous, tout ce qui est réanimation, on s'est retrouvé à devoir augmenter notre capacité de production de façon dramatique. Pour vous donner une idée, en général, dans nos usines en Irlande qui assemblent ces respirateurs, on en produit 400 par semaine. On a dû augmenter la capacité déjà dans un premier temps de 4, après par 7. Et quand on avait 400 respirateurs qui se produisaient par semaine, on avait des besoins qui étaient plutôt de l'ordre de 5000. Donc c'était vraiment une problématique, j'allais dire, auquel on n'avait même certainement jamais imaginé faire face. Et pour cette capacité de production, ce qu'on a fait, évidemment, on a travaillé sur notre propre capacité de production, et j'avoue que je suis extrêmement fière aussi de travailler pour Medtronic parce que aussi on s'est dit, on va mettre en fait les spécificités techniques de ces respirateurs à disposition d'autres sociétés de petite taille ou de grande taille pour qu'elles aussi puissent produire pour l'ensemble des patients qui en ont besoin. Alors, d'ailleurs, je crois qu'à l'époque, vous en êtes au point où vous ne pouvez pas produire suffisamment de respirateurs par rapport au nombre de commandes que vous avez. Vous avez mis carrément les plans en open source. Je me dis, allez-y, fabriquez-les, quoi. C'est ça. Alors ça a été vraiment la première étape, je crois, qui a été très surprenante. Nous-mêmes, en tant qu'employés, on ne s'y attendait pas. Fabriquer, donc aux États-Unis, on a beaucoup travaillé avec Tesla, qui avait une grosse capacité de production. Mais moi, j'ai eu aussi tous les jours des petites sociétés de très petite taille, plein de sociétés françaises, même des associations qui m'appelaient en me disant comment je peux faire, où est-ce que je peux aller chercher, où sont les autres infos. Donc c'était vraiment une dynamique complètement incroyable que je n'avais jamais vue. Et après, on pourra peut-être en reparler parce qu'il y avait aussi toute la formation, je crois, qui est aussi d'ailleurs un sujet d'actualité en ce moment, sur tous ces respirateurs. Alors aujourd'hui, et d'ailleurs c'est surprenant parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais ce n'est pas de respirateurs dont on manque aujourd'hui, Monsieur Luludec. On manque de ressources humaines. On manque de bras, en fait, de voilà. troupes. Donc clairement, aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs sujets qui se cumulent. C'est qu'on a un absentéisme qui est plus important dans les hôpitaux et pas simplement au CHU de Montpellier, lié au fait que, voilà, on nous a dit qu'on allait vivre avec le Covid. Je pense que le meilleur slogan, ce serait plutôt de vivre face au Covid, c'est-à-dire le mettre à distance. Donc tout le monde ne le met pas à distance, malheureusement, et donc les gens vivent avec et donc prennent des risques dans leur vie personnelle. Et donc nous avons énormément de cas positifs. Nous avons en 2 mois et demi autant de cas positifs, même un peu plus, que ce qu'on a eu en mars et en avril. Mais en mars et en avril, nous étions dans un confinement généralisé. Là, on vit avec. Mais je pense que la bonne attitude, ce serait de vivre face au Covid, c'est-à-dire vraiment, dans nos vies personnelles, de faire extrêmement attention à ce que nous faisons et à nos fréquentations. Oui, on sait que pendant les 12 semaines de la première crise, en gros, c'est 700 000 actes qui ont été déprogrammés, c'est colossal. C'est sans doute davantage d'ailleurs, parce que là, j'en compte que sur 12 semaines. Aujourd'hui, ça y est, vous déprogrammez, vous recommencez. Alors oui, c'est vrai qu'on a déprogrammé 700 000 actes. Juste pour vous donner un ordre d'idée, uniquement dans les actes qui sont faits chaque année, en France, il y a à peu près 12 millions de chirurgies par an, pour vous donner un ordre d'idée.
Donc, chirurgie, acte diagnostic, type coloscopie, etc. Donc évidemment, quand on décommande 700 000, c'est énorme, parce qu'il faut ensuite rattraper tout ça. Alors, en ce moment, oui, on recommence à déprogrammer de façon ciblée. Puis, si on a une augmentation des patients porteurs du SARS-CoV-2 qui arrivent dans nos réa à nouveau et qui dépassent un certain nombre de lits, à ce moment-là, il faudra déprogrammer de façon encore plus importante, parce que, comme l'a rappelé le directeur général, il manque des bras pour tous ces patients-là. Et nos réas sont déjà pleines, donc ça veut dire que là, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on commence à nouveau à faire des réas hors les murs habituels de réanimation. C'est ce qui fait dire c'est un certain nombre de gens dans le public, mais ça veut dire qu'on n'a pas tiré les leçons, quoi. Alors, bon, pour former une infirmière de réanimation, il faut du temps. Je pense qu'une infirmière, même expérimentée, va mettre au moins 1 an avant d'être au point en réanimation. Je pense qu'il faut se rappeler qu'un lit de réanimation, c'est 2 infirmières et une aide-soignante par lit. Et que pour le Covid, compte tenu de toutes les mesures de prévention, d'hygiène qu'il faut prendre, également les manipulations qui sont plus fréquentes pour ce type de patients, on majore très, très fréquemment, en tout cas, le ratio d'effectifs. Donc la crise a commencé il y a 7 mois. On ne forme pas une infirmière en 7 mois, on ne recrute pas. Si vous faites un tour de France de tous les hôpitaux et même des cliniques, je sais qu'à Toulouse, par exemple, la situation est compliquée pour les cliniques, eh bien, on manque de ressources. On manque de ressources humaines. Au point qu'on appelle les jeunes, vous, Margot, on vous appelle tous les jours pour vous demander de venir travailler. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes étudiante en formation. Oui, actuellement, du coup, je suis en 3e année au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers de Montpellier. Et donc, je suis mes cours à moitié en distanciel et en présentiel. Et quasiment toutes les semaines, et c'est pas quasiment, c'est même toutes les semaines, on reçoit des mails en nous appelant dans différents services sur le CHU de Montpellier ou même dans le privé à côté pour être mobilisés, du coup, pour venir apporter main forte dans les services. Après, si on est là et qu'on répond présent, c'est parce que on en a envie. C'est absolument pas du réquisitionnement. Donc on nous oblige pas. C'est vraiment sur base de volontariat. Mais après, du coup, si on est là, c'est que vraiment on a envie de le faire, d'aider. Mais je trouve qu'il y a eu un énorme manque de reconnaissance envers les étudiants au cours de cette crise. Et beaucoup on en souffert. Beaucoup ont voulu arrêter aussi la formation parce que allier les études et une crise sanitaire en même temps, alors qu'on est en pleine formation, on vit ça, on n'est pas encore diplômé, on n'a pas spécialement été encore dans le monde du travail. C'est très compliqué, que ça soit physiquement, psychologiquement, par rapport à ce qu'on nous apporte en formation. Je voudrais juste apporter 3 précisions, c'est extrêmement important. D'abord, je pense que le grand public a découvert la réanimation avec le Covid. Je peux vous assurer que la réanimation, c'est tous les jours des dizaines de milliers de malades qui sont pris en charge et qui sont souvent, je tiens à le dire, des malades bien plus lourds que les patients porteurs d'un SARS-CoV-2. On n'a pas découvert la réanimation avec le SARS-CoV-2. La SARS-CoV-2 entraînait un syndrome qui était le syndrome de défaillance respiratoire aiguë. C'est un syndrome qu'on voit dans beaucoup d'autres pathologies. Alors certes, il a une vision polymorphe, etc., qui fait que c'est un petit peu particulier, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites en disant « Oh là là, c'est des malades incroyablement compliqués, etc. » Ce que vous vivez, c'est simplement que vous êtes étudiante, vous n'avez pas l'habitude d'aller en réanimation, et puis là, on vous met en réanimation. Et donc, c'est ça, c'est ce côté-là. Le deuxième point, ça sera très rapide, c'est qu'on a dit aussi beaucoup de bêtises sur la comparaison en disant « On n'a pas retenu les leçons ». Et donc, on a encore 5000 et quelques lits de réanimation en France. Et en Allemagne, ils en ont 20 000. Non, ça c'est encore une fois bêtise. Si je vous énumérais toutes les bêtises qui ont été dites depuis 7 mois, je peux vous dire qu'il y en a plus gros qu'un dictionnaire. Donc non, 20 000 lits en Allemagne, ce sont les soins critiques. Absolument. Donc si vous ajoutez en France les réanimations, les surveillances continues, les soins intensifs, vous arrivez à peu près à 18 700. On a à peu près, il nous manque quelques centaines de lits par rapport à l'Allemagne. D'accord ? Et ces centaines de lits, quand on a fait le décompte, étaient fermés par manque d'infirmières déjà avant la crise. 600 lits fermés de réanimation avant la crise.
Donc il a fallu aussi rattraper ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est des petites choses, c'est-à-dire que quand on a un témoignage d'une jeune infirmière en formation, qui va être infirmière bientôt, et qui arrive, qui dit « Ouh là là, la réanimation », c'est pas le Covid qui est dur, c'est la réanimation, c'est le fait qu'elle arrive dans une atmosphère qu'elle n'avait pas l'habitude de gérer. Et ça, il faut faire très attention et pas avoir des petites choses qu'on entend maintenant dans la réanimation avec des patients qui ont 3 litres d'oxygène, il faut arrêter de dire des bêtises, quoi. Il faut arrêter de dire des bêtises. Nous, en réanimation, on a des malades très lourds, on a des malades en circulation extracorporelle, on a des malades... Donc, il faut arrêter de dire que les malades de réanimation ont 3 litres d'oxygène, sinon ce ne serait pas aussi terrible pour les jeunes infirmières qui y arrivent. Justement, sur la façon dont ça se passe maintenant, on les soigne beaucoup mieux. Les patients que vous avez aujourd'hui, vos pratiques ont évolué. Alors beaucoup mieux, on les soigne différemment parce qu'on connaît mieux la maladie. Voilà, on connaît mieux la maladie, très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on soigne avec des antiviraux ou plutôt en deuxième phase Encore une fois, très rapidement, c'est polymorphe. C'est-à-dire que l'atteinte principale qui amène le patient en réanimation, c'est l'atteinte respiratoire. D'accord ? Mais il faut savoir qu'aussi, il y a une atteinte, vous le savez, ça a été dit, sur la coagulation, une atteinte sur le rein, une atteinte sur l'inflammation. On a parlé de beaucoup de choses sans rentrer dans les détails. Ce qui fait que quand on a pris tout ça point par point et qu'on s'est rendu compte que ce virus entraînait une défaillance respiratoire, pas seulement parce qu'il attaquait les alvéoles pulmonaires et le surfactant, etc., mais parce qu'il avait une fixation sur des récepteurs qui étaient un petit peu partout. Donc on a, et vous avez raison, fait un changement notamment sur la prise en charge respiratoire. Quand l'intubation et la ventilation avec une machine, comme Madame nous a parlé tout à l'heure, est nécessaire, bien évidemment on le fait, mais on fait aussi ce qu'on appelle de la ventilation non invasive ou de l'oxygène à haut débit. Ça, on avait un petit peu peur au début, parce que rappelez-vous, les médecins chinois nous avaient dit « Ouh là là, si vous ventilez en pression positive, vous allez en mettre partout dans la chambre et donc tout le monde va être infecté. » C'est ce qu'on appelle l'aérosolisation. Mais l'aérosolisation n'est possible que dans un certain nombre de cas, et donc maintenant on sait que si on fait de la ventilation non invasive, on y arrive. Ensuite, la coagulation, on les met très rapidement sous héparine, ou quelque chose comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'inflammation, on les traite par des corticoïdes, vous le savez. Et puis on met les antibiotiques qui sont adaptés, un peu plus adaptés qu'on ne le faisait au départ, parce que maintenant on sait exactement quel est le primum novus de la pathologie. Et enfin, éventuellement, on met, en fonction de l'état, des antiviraux. Alors, on ne va pas les citer, on ne va pas faire de débat là-dessus. Il n'y a rien qui marche. Voilà. Mais il n'y a pas pour l'instant d'antiviral magique, voilà. Que ça soit clair. Ni d'antiviral pour diminuer la charge virale, ni d'antiviral pour diminuer derrière l'infection et l'inflammation. Il n'y a pas de magie là-dedans. Ni ce que vous connaissez, ni l'hydroxychloroquine remdesivir, ni l'invermectine, ni rien. Tocilizumab. Tout ça sont des choses qui ont montré qu'ils pouvaient marcher dans certaines circonstances, mais qu'il n'y a rien de magique là-dedans et que donc il faut un traitement multivalent. Thomas Leludec, sur ces leçons à tirer, on a constaté que, à la faveur de cette crise, vous avez pu envoyer valdinguer, en tant que directeur d'hôpital, un certain nombre de normes, de réglementations. Non, je sais que certains s'en sont réjouis, je ne sais pas si c'est votre cas. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous allez pouvoir garder ? C'est possible ? Parce qu'on sent que c'est déjà une lutte, non ? C'est vrai qu'en règle générale, une rivière revient dans son lit. Donc, pour essayer de recreuser un autre lit, en fait, c'est beaucoup de travail. Donc, je crois que ce qu'il faut retenir de cette crise, c'est d'abord la formidable solidarité des professionnels et leur abnégation, il faut quand même le dire, ce qui est quand même quelque chose qui nous a touchés. Parce que quand vous prenez la décision, qui était une décision lourde, de déclencher un plan blanc, nous on en a fait un petit peu avant la prise de décision ministérielle, de dire on va déprogrammer et que vous expliquez ça à un certain nombre de gens et que ça marche comme un seul homme ou comme une seule femme, si je puis dire, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire de voir la puissance d'une institution comme la nôtre au service d'une cause. Ça, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la solidarité organique. C'est face à une très grande crise, ça marche. Maintenant, c'est revenir un peu à la normale, sachant qu'on ne sommes pas encore dans une situation qui est revenue à la normale. Faire bouger les textes, simplifier, essayer qu'il y ait moins de production normative,
C'est ce que nous avons exigé en tant que conférence des DG de CHU avec la conférence des présidents de CME de CHU, parce qu'on sent bien, ça fait 30 ans qu'on voit qu'on est de plus en plus corseté par des réglementations. On peut simplifier, mais simplifier demande du courage, clairement, du courage politique, et la capacité à faire confiance aux acteurs de terrain. Donc ça, ce n'est pas dans la nature traditionnelle d'un État très centralisé. Alors, cela dit, on comprend effectivement les griefs qu'il y a contre votre tutelle. Il y a eu aussi, vous, ça n'est pas votre cas, vous avez réussi à travailler rapidement avec le privé, mais il y a eu de fortes résistances ailleurs en France. Est-ce que ça peut se résoudre? Quelle est votre recette à vous? Vous avez réussi? Moi, je pense d'abord que les gens se connaissent. Ça, c'est extrêmement important. Quand on est formé dans la même faculté de médecine, moi c'est ce qui m'a frappé quand je pilotais la cellule de régulation de la réanimation, les gens se connaissent, c'était naturel, il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas de professeurs d'un côté et des non-professeurs de l'autre, il n'y avait pas du privé et du public. Et ça, et on a gardé ça, c'est-à-dire qu'on a nos cellules hebdomadaires et on est toujours dans ce respect professionnel. Je crois que ça, c'est un point important. Et l'Agence régionale de santé, contrairement un petit peu aux légendes urbaines, en tout cas dans notre région, elle a été extrêmement rapide. On faisait des propositions, elle nous suivait, on faisait un dialogue et on ajustait les choses. Par exemple, sur la gériatrie, ce qu'on a fait ici avec toutes les équipes du professeur Blin en gériatrie, en appui des EHPAD, on a proposé un modèle, l'ARS nous a dit banco, on y va, on a créé des plateformes et aujourd'hui, c'est des recommandations qui sont au niveau européen. Je me tourne vers Laurence Contarassu parce que c'est aussi un changement qu'a apporté cette crise. Vous étiez fournisseur de l'hôpital, vous êtes par la force des choses devenu un petit peu partenaire. Est-ce que ça a changé, puisque vous avez formé les gens dans l'urgence, est-ce que ça a changé le regard de vos interlocuteurs sur vos pratiques? Est-ce qu'il y a des liens possibles, des choses à explorer? Alors oui, et pour revenir sur le point de Monsieur Le Ludec, pour moi, cette crise, elle a amené deux choses. De la confiance, pour revenir à votre point. Et tout d'un coup, on a vu une confiance qui s'est créée avec l'ensemble des acteurs. Pour vous donner une idée, nous, il y a des gens dans les administrations, des fois, on va mettre 3-6 mois pour avoir un rendez-vous. Là, tout d'un coup, il y avait l'ensemble de ces personnes qui nous appelaient tous les jours avec des tableaux Excel différents, nous disant combien vous pouvez livrer de respirateurs à cet endroit-là, comment on va faire pour avoir les produits à usage unique qui les accompagnent, qui sont bloqués en Italie. C'était vraiment une confiance comme si elle s'était créée quasiment par magie. On l'a vu aussi, hein, la téléconsultation pour laquelle on se battait depuis plus de 10 ans pour l'avoir prise en charge, tout d'un coup, en 15 jours, on l'autorise. L'autre chose aussi qui était assez fabuleux, qui revient à votre point sur la formation, ça a été notre capacité à accélérer justement toute cette transformation. Là où si on avait proposé par exemple à l'ensemble des centres une formation en digital 2 mois avant, on nous aurait dit ah non c'est pas possible, c'est trop compliqué notre système informatique. Là nous sur les respirateurs en 15 jours on a été capable avec une start-up française qui s'appelle Indivox de former 400 médecins justement sur la respiration avec nos produits. Donc ça c'était vraiment, et c'était pareil avec les hôpitaux, on a vu vraiment un échange qui tout d'un coup relevait vraiment de la confiance et de la capacité à travailler différemment. Et ça, pour moi, ça a été assez incroyable. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on puisse garder. Et puis, on l'a vu, hein, on n'arrête pas de le dire, on n'est pas sorti de la crise. On sent même que celle qui est en train de venir, et en plus, elle puisse être longue. Donc, moi, je pense que c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on réfléchisse à tout ce qu'on a pu créer ensemble avec cette confiance, ce qu'on va garder et ce qu'il ne faut pas garder. Je pense que tout en présentiel, ce n'est pas bon, tout en distanciel, ce n'est pas bon. Et je pense que justement, dans le nouveau monde dans lequel on arrive, on sent en fait cette épidémie qui va perdurer, qu'est-ce qu'on fait en digital, qu'est-ce qu'on fait en présentiel, qu'est-ce qu'on fait de différent et surtout, on continue à travailler ensemble justement avec cette confiance pour pouvoir faire cet état des lieux et être certain, on y reviendra, parce que je pense que c'est la chose la plus importante, évidemment qu'on soigne tous les patients Covid-19, mais surtout qu'on soigne tous les patients qui en ont besoin, parce qu'on a parlé de déprogrammation, et il y a en effet des patients qui n'ont pas été soignés et d'autres patients qui ne sont toujours pas soignés.
Oui, ça c'est la grande crainte aujourd'hui. Je reviens quand même sur ces petits miracles de cette crise sanitaire. La régulation, tiens, en amont des urgences, d'un coup, ça a été efficace. C'est quelque chose. Comment ça se fait? Le début de réponse, hein, parce que il faut pas qu'on soit. On peut Faut être pas dans qu'on rêve. dans la nostalgie de cette période qui était très brève en fait, Ouais. et qui est totalement atypique. C'est quasiment un modèle expérimental. C'est qu'on n'a fait que ça. Et donc effectivement, que ce soit les fonctionnaires du ministère, les fonctionnaires de l'ARS, les agents hospitaliers, on était très concentrés sur ce sujet. On était devant quelque chose de nouveau qu'on a voulu comprendre et agir dessus. Donc je pense que c'est pareil pour la régulation. Il y a un moment où c'était très, très intéressant à voir. On a vu monter les appels pour le Covid et descendre le reste. Donc ça c'est clair que même la population s'est orientée, on va dire, assez naturellement. Mais c'est là où après on est rentré dans des choses qu'on a essayé de comprendre assez vite, qu'on a commencé à bien voir vers la deuxième quinzaine d'avril et au début mai. C'est le renoncement aux soins pour tout ce qui était hors Covid. Bien sûr. Ça, pour le coup, ça a été le contrepoint de cette belle histoire. Est-ce qu'il continue d'ailleurs ce renoncement comme une autocensure des gens qui... Alors ça a été, non seulement c'est la vérité, mais ça a été démontré hein, très très largement par chiffré, hein, notamment en cardiologie. C'était vrai également pour des choses assez graves comme les accidents vasculaires cérébraux, hein, donc avec des gens qui attendaient vraiment d'arriver au niveau quasiment de l'hémiplégie pour aller dans les stroke centers. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu un frein très important. Un frein aussi qui était justifié par la peur. Hein. Ce n'était pas seulement le fait qu'on s'auto-censurait, mais on se disait, bon sang, de bois, on va rentrer dans des établissements où il y a des patients qui sont porteurs d'une pathologie virale extrêmement contagieuse. C'est quand même la vérité. Hein. Et donc, on a vu effectivement descendre de façon très importante l'activité du service des urgences sur les patients non Covid. Une montée évidemment absolument pharaonique des patients admis pour Covid, y compris dans les filières spécifiques respiratoires, etc. Et puis, comme l'a rappelé le directeur général, des appels au SAMU, à la plateforme, qui ont explosé, mais littéralement. C'est parce qu'on dit que la régulation était meilleure, mais en même temps, il avait été créé des salles supplémentaires, on a fait venir des armes, vous savez, les personnes qui répondent aux patients. On a quasiment doublé le nombre d'armes, on a créé ce qu'on appelle les salles fantômes pour essayer de débloquer une plateforme qui serait bloquée par une saturation d'appels. Enfin, vous vous rendez compte, c'était des choses qui étaient... Alors évidemment que la régulation était plus simple, mais il y avait 2,5 fois plus de personnes hein, qui répondaient. Donc là, on est dans des choses qui sont... Et à la question, est-ce que c'est toujours le cas ? On a mis à peu près 3-4 mois à éliminer, rattraper les problématiques de gens qui avaient pris du retard. On en avait encore probablement quelques-uns, il faut dire la vérité comme elle est. Ces patients-là ne vont pas être retardés encore, hein, je vous le dis très clairement. Donc si on doit reporter, encore une fois, il y aura une sorte de report par choix en fonction de ceux qui ont déjà été un petit peu reportés et retardés. Donc pour l'instant, c'est pas important. Nous espérons tous que ça ne le devienne pas. Si on est saturé de patients Covid, je vous dis, on ne fera pas des choix. Donc on prendra tout le monde, les patients qui nécessitent de la réanimation, des soins critiques Covid, des patients qui nécessitent de la réanimation, des soins critiques non Covid. Tout le monde doit être soigné de la même façon et on prendra nos responsabilités, on ouvrira des services pour des patients Covid et des patients non Covid pour les prendre tous, évidemment, sans choix aucun. Et là va se poser quand même un problème de personnel et de troupes. Hein. Moi, j'ai eu plusieurs soignants dans d'autres hôpitaux qui nous disent bon, bah, c'est vrai qu'on recrute en ce moment même des médecins qui ont 64, 65 ans, qui sont pas. C'est pas une question de compétences, mais qui eux-mêmes peuvent prendre des risques. Vous avez un réel problème. Est-ce que ça peut se résoudre? Et j'avais une autre question qui est peut-être un corollaire. On a vu qu'il y a eu un décloisonnement quand même entre le public et le privé, entre la médecine libérale, la médecine hospitalière. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a vocation pour vous à être pérennisé, à être creusé et de façon durable? Alors, sur la première question, c'est la plus délicate aujourd'hui, c'est-à-dire que nous allons devoir réorganiser des activités, encore une fois en limitant le plus possible les déprogrammations ou les reprogrammations.
Et il y a certaines activités où effectivement on va faire des arbitrages en disant voilà, cette activité on la met en sommeil parce qu'il n'y a pas de préjudice, pour pouvoir consacrer les ressources humaines à d'autres activités. On parle beaucoup de la réanimation, mais il faut aussi parler de la médecine. Parce qu'un des éléments à avoir en tête, c'est que la moyenne de séjour est à peu près de 11-12 jours en réanimation en ce moment au niveau national. Elle était beaucoup plus forte au moment de la crise. C'est là où on se dit que je pense qu'on a gagné en efficience. Mais sur la médecine, c'est effectivement aussi autour de 8 jours. Donc ça a aussi baissé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de prendre des patients sur un même lit beaucoup plus souvent. Donc la charge est beaucoup plus lourde. Donc c'est pour ça qu'on entend autant parler de la fatigue des personnels de soins qui est réelle. C'est une des causes, mais ce n'est pas la seule. Donc ça, c'est clair, on est obligé de faire des arbitrages les plus éthiques possibles, évidemment. Le deuxième point sur votre question, c'était le public-privé. Ouais. Alors, sur le public-privé, il est évident qu'il faudra en tenir compte pour les prochaines crises. Les crises, en fait, nous, on vit des crises quasiment tous les ans. Pourquoi uniquement pour les crises? Mais je pense que déjà, il y a la question des périodes d'hiver, des périodes d'été, quand il y a des congés. Quand il y a des congés en ville, bien, forcément, il y a moins de permanence de soins. Quand il y a une grippe un peu méchante, il y a aussi des tensions à l'hôpital public. Donc, pourquoi ne pas refaire l'été comme l'hiver ces régulations territoriales? On parle beaucoup d'hôpital en tension. Moi, je préférerais qu'on parle d'un système hospitalier en tension qui s'organise pour fluidifier les choses. Et après, dans le fonctionnement normal, vous avez d'ores et déjà des choses qui fonctionnent entre ville et hôpital, entre privé et hôpital. Je pourrais vous dire par exemple que nous avons en 2019 conclu un accord avec un groupe de cliniques pour faire un projet en commun. Nous sommes actionnaires, mais c'est eux qui vont porter le projet. C'est un établissement privé qu'on crée ensemble pour pouvoir favoriser la sortie des patients et le parcours des patients du CHU. Donc là où c'est possible, la coopération publique-privée, elle existait avant la crise, elle existera après la crise. Je vais poser une question peut-être brutale et un peu caricaturale, mais c'est fait exprès, Monsieur Capdevila. Est-ce qu'elle a encore un sens pour vous, cette séparation hôpital public, hôpital privé, quand on voit à quel point elle pèse sur la répartition des pathologies, sur l'organisation? Alors, est-ce qu'elle a un sens? Ici, dans la région, on a par exemple des structures qui peuvent être identifiées à la fois en privé et en public. Si on prend par exemple les soins critiques, il y a des soins critiques en privé, il y a des soins critiques en public, bien évidemment, et les soins critiques de privé prennent des malades lourds comme ceux qui peuvent être pris dans le service public. Alors bien évidemment, si vous voulez qu'on mette les pieds dans le plat et qu'on dise effectivement on met en public, en privé, il y a essentiellement les pathologies dont on sait qu'elles peuvent avoir un séjour hospitalier rapide, enfin un séjour donc, dans la clinique rapide, puis rapporté, etc. Et qu'en public, on va avoir essentiellement la partie les urgences et puis la très grosse pathologie, etc. Je pense que ce n'est pas aussi dichotomique que ce qu'on veut bien le dire. Les deux systèmes, évidemment, sont différents, mais ça, c'est pas moi qui l'ai créé. Hein. Je veux dire, on est dans un système où il y a une pratique libérale et puis une pratique salariée, c'est comme ça. Après, je pense qu'on peut très clairement s'entendre sur un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, en ce moment même, au moment où on parle, là, entre l'hôpital public et le secteur libéral, nous sommes en train de nous entendre très clairement pour prendre des malades, par exemple, qui seraient opérés à l'hôpital et qui seraient suivis en surveillance continue, par exemple, en pratique libérale. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, il va falloir que les efforts soient répartis. Alors, est-ce que c'est quelque chose, si votre question, c'est quelque chose qu'on peut faire tout le long de l'année? Tout le long de l'année, nos activités sont pleines et entières. Dans les deux types d'établissements, ça serait un petit peu plus compliqué. Et si une autre question, c'est est-ce qu'on pourrait mieux départager le type d'intervention? Là, à partir de là, c'est pas moi qui fais la répartition du type d'intervention dans les deux structures. Je pense qu'on a quand même ici, dans la région, un modèle qui fait que ça se passe pas si mal que ça. On parlait du problème de troupes, de main-d'œuvre et peut-être d'une crise des vocations dans la jeune génération. On parle beaucoup de salaire, on parle beaucoup au Ségur de la santé, de primes, on parle beaucoup de la dimension financière, moins souvent de l'organisation qui pourrait peut-être être améliorée. Vous, Margot, est-ce que vous pensez que
organisé différemment, ça aurait été moins pénible? Je ne sais pas, c'est une question ouverte. Organisation au niveau... De travail, de gestion de personnel, en fait. Ouais. Ok, bah, du coup, comme oui, je l'avais dit tout à l'heure, on n'était pas préparé, personne n'était préparé à cette crise. Et en tant qu'étudiant, du coup, et encore pas professionnel de santé diplômé, on n'a pas du tout la même, enfin, encore pas la même vision que des professionnels. Et c'est vrai qu'on a été lancé dans des services clairement inconnus, du coup, pour nous, que ça soit de la réanimation ou d'autres, hein, parce que en réanimation, il n'y a peut-être pas eu autant d'étudiants que dans d'autres services. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est compliqué. Et quand on voit au final, ben, on a été étudiants, mais on a passé quand même des journées de 12 heures sur le terrain pendant un mois, pendant 12 semaines. Et à la fin, il y avait une énorme différence entre quelqu'un de diplômé et quelqu'un qui ne l'est pas. Sachant qu'en tant qu'infirmier, on nous a mobilisés du coup, pardon, en tant qu'aide-soignant parce qu'on a une équivalence dans nos études avec cette formation. Et il y a eu une énorme disparité à la fin sur notre fiche de paye. Et on était là, on a pris les risques, on avait aussi, le soir, on rentrait aussi avec nos microbes à la maison, on a notre famille qui nous attendait aussi le soir. Et c'est vrai que on n'est pas diplômé, on n'a pas encore ce statut, mais on était au même titre que des professionnels sur le terrain, quoi. Rassurez-moi, Margot, vous n'allez pas arrêter. Vous avez quand même un peu le sentiment de vivre en tant que soignant, en tant que médecin, j'imagine vous le vivez un peu, de vivre une époque formidable en tant que professionnel. Ah ouais, indéniablement. Non, mais je pense que ce qui va ressortir de tout ça dans quelques mois, en attendant le SARS-CoV-3 ou l'HT12, HTLV2, parce que de toute façon, malheureusement, les arboviroses, on sait très bien, et tous les virologues le savent, c'est quelque chose qui va nous accompagner pendant un certain nombre d'années. Oui, clairement, on vit une époque formidable, dans le sens où on a vu une mobilisation comme jamais on avait vu auparavant. On a mis en avant en France un certain nombre de gens qui étaient probablement les gens qui tiennent la base de la société, hein, les soignants, les gens qui sont dans les caisses, ceux qui font le ménage, les éboueurs, enfin moi je ne vais pas revenir dessus, tous les gens qui sont nécessaires à cette société. Donc ça c'est incroyable. On a découvert une nouvelle pathologie. Enfin, tout ça c'est des choses quand même qui sont... Et ça a redonné un esprit d'équipe. Je vous rappelle que quand même on est parti sur une rhétorique guerrière au départ. C'était tous face, on est en guerre, etc. Donc la rhétorique guerrière, ça marche une fois. Je ne suis pas sûr que ça marche beaucoup deux fois. D'accord ? Donc là, il va falloir remotiver toutes les troupes sans rhétorique guerrière en disant on est tous ensemble et on va gagner à la fin. On va gagner parce que tout le monde est là. Donc il faut espérer que la vague tout de même ne soit pas aussi importante et qu'on arrive à s'en sortir sans trop de dommages. Mais c'est vrai qu'on a redonné probablement, aussi des vocations et des envies de continuer à travailler en groupe, ce que j'ai l'habitude d'appeler le team spirit, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, la vision. Et nous, on n'a jamais aussi bien travaillé médecins, paramédicaux et, je le dis comme je le pense parce que c'est vrai, c'est pas pour envoyer des fleurs à notre directeur général, mais on a travaillé, nous médecins, on peut avoir des petites acrimonies de temps en temps, vous savez, ça discute. Mais là, véritablement là-dessus, on a travaillé vite, bien, dans le même sens, et pour le bien du patient. Donc oui, ça a été formidable en ce sens-là, bien sûr. Ce sera le mot de la fin parce qu'il est positif et on va passer aux questions de la salle. Mais juste peut-être avant de passer aux questions de la salle, je vous propose de visionner un film donc, sur le CHU de Montpellier. Voilà, c'est un témoignage de patients, des mots pour dire l'hôpital, et c'est aussi une belle façon de rendre hommage aux équipes. L'hôpital évoque pour moi la renaissance, le retour à la vie. Il doit y avoir entre le patient et le soignant beaucoup plus finalement qu'une technicité. Je pense que la chaleur de l'être humain peut vous entraîner à une guérison, vraiment. La vie est ce qu'elle est, avec ses coups, ses chocs, ses imprévus. Et bon, l'entraide est une chose merveilleuse. En principe, l'hôpital, c'est fait pour renaître. Je dirais, c'est il rinascimento, comme disent les Italiens.
Voilà, donc à retrouver chaque mois, comme vous l'avez vu, et bravo vraiment au CHU de Montpellier, bravo à toutes leurs équipes. Est-ce que vous avez des questions donc, sur tous les sujets que nous venons d'évoquer, donc, notamment sur la réorganisation de l'hôpital, sur cette préparation à une deuxième vague? Oui, madame, au fond de la salle, s'il vous plaît. Merci. Ah, ça marche? Le micro ne marche pas. Est-ce qu'on peut peut-être avoir l'autre micro? J'avais une petite question en attendant, lorsqu'on évoquait les soins non Covid. Est-ce que vous avez aussi été amené peut-être à réduire le nombre de consultations pour des raisons de sécurité sanitaire par jour? Enfin, voilà, je parle vraiment de consultations non liées au Covid. Parce qu'il y a ça aussi qui peut générer du retard. La réponse est oui, puisque une consultation, c'est un local clos. Et lorsque vous avez, et c'est fréquent au CHU de Montpellier, des consultations où vous avez, pour une spécialité donnée, 25 à 30 000 consultants par an, vous imaginez l'effet de concentration. Donc, nous avons totalement diminué ces activités, et c'est là où le verrou qui a sauté concernant la téléconsultation nous a été extrêmement précieux. On est quasiment passé de 0 téléconsultation à, je crois, sur une période de 3 mois, je crois qu'on en a fait 36 000. Donc ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, et c'était extraordinaire d'entendre les médecins en parler. Je ne sais pas si Xavier, vous voulez en dire, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est vraiment, enfin, les consultations, bien sûr, elles ont diminué drastiquement, mais drastiquement, hein, ça a été très très important. Consultations médicales, chirurgicales, comme l'a rappelé Thomas Lehudec, liées aux locaux. Et puis, effectivement, la téléconsultation a explosé. Et alors là, par exemple, si on essaie de parler de quelque chose qui a changé, ça, c'est quelque chose qui persiste. Alors, pas à ce rythme-là, mais qui persiste avec des médecins qui ont appris à domestiquer, on va dire, la téléconsultation, parce que c'est pas rien quand même. Hein. Cette dame-là nous rappelait quand même que le contact avec le médecin, humain, avec l'infirmière, le contact humain est quelque chose d'important. La téléconsultation, c'est finalement un écran versus un autre écran. Hein, et donc, donc, ça veut dire que c'est quand même à réserver à des consultations très particulières, de suivi notamment, de choses, voilà. Après, les premières consultations, c'est des choses en général qui ne se font pas en téléconsultation, hormis exception. Merci. Madame, j'espère que le micro fonctionne cette fois. On vous écoute. Non, il y a des problèmes avec les micros. Ah, manifestement. À ce moment-là, est-ce que vous pouvez essayer de recueillir sa question et de venir me la souffler à l'oreille? Je vais mettre mon masque. Donc, est-ce qu'il y a d'autres? Ah ben non, si on a un problème de micro. Monsieur, ou alors en parlant fort, s'il vous plaît, j'essaierai de... Alors, oui, c'est le même... Question peut-être, voilà. Oui, pardon. Oui, sur le profil des patients, est-ce qu'il est le même qu'en mars-avril? Est-ce que le profil des patients est le même? Alors, oui, le profil des patients est le même. Je pense qu'il a, vous le savez, il a été dit un certain nombre de choses vraies, hein, c'est-à-dire que le profil des patients, c'était plutôt des patients âgés, qui étaient porteurs de comorbidités, notamment l'obésité, l'hypertension, le diabète, enfin les choses qui sont des comorbidités relativement classiques, et que malheureusement la mortalité était très centrée sur cette typologie de patients très âgés. Donc les patients qu'on a actuellement, oui, sont les mêmes patients, avec peut-être un tout petit glissement, mais ça je pense que c'est lié au nombre de personnes qui ont été infectées, un tout petit glissement sur les patients un peu plus jeunes, hein, quand même, il faut dire la chose comme elle est. Mais c'était déjà le cas à la première vague, hein, parce que nous, on n'a pas oublié, quand même, on a perdu la première vague dans la région des patients qui avaient 18 ans, de Covid. Donc, dire que ce n'était que les personnes âgées de plus de 85 ans qui mouraient, c'est pas vrai. Statistiquement, c'était très, très supérieur. Donc, oui, c'est à peu près le même profil, oui. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, alors, est-ce que le micro remarche? On va essayer de reprendre. Parfait, parfait, donc, voilà. On vous entend. Donc, je suis Dominique Miana. Je suis avec une maladie orpheline depuis ma naissance, suivie dans de nombreux hôpitaux, dont l'hôpital de la Péronie à Montpellier. Et je peux attester de ce que je vois depuis de nombreuses années et avant la Covid.
C'est-à-dire que l'hôpital est loin de s'améliorer, il se dégrade. Il se dégrade à tous les niveaux, par manque de moyens. Et quand j'entends que vous l'avez dit, qu'il ne manque pas de lits de réanimation, tout juste qu'il manque des soignants, eh bien moi je viens vous dire qu'il manque des moyens. Il manque des soignants, il manque des lits à réanimation. Et j'en veux pour preuve, j'ai assisté à une conférence lundi dernier de Christophe Prudhomme qui rejoint mon constat. Il annonce qu'il manque 100 000 emplois au CHU, 200 000 emplois dans les EHPAD, 100 000 emplois dans l'aide à domicile et 7 500 lits. Et encore, on ne sera pas au niveau de l'Allemagne. Quand vous me dites, parce que je vous ai entendu, remettre en question le nombre de lits, de 20 000 lits en Allemagne, prenez la presse partout, il est écrit partout. Merci madame. Je pense qu'on va vous répondre. Alors ce n'était pas une remise en question, c'était juste Non, de repréciser les choses. Pas en question, je reprécise, madame, je reprécise et je vous assure, je connais très très bien le système allemand, mais vraiment très bien. La majorité de mes collègues européens, je les connais bien dans les sociétés savantes de réanimation. On n'a pas 20 000 lits de réanimation en Allemagne et uniquement 5 000 lits de réanimation, j'entends bien, en France. Cette différence n'existe pas. C'est simplement qu'en Allemagne, lorsqu'on parle de lits de réanimation, ça s'appelle Intensive Care Unit Beds. Et Intensive Care Unit en Allemagne, ça comprend ce qu'on a chez nous, les soins intensifs et la surveillance continue. Je vous assure, madame, c'est la vérité. Donc à partir de là, est-ce qu'il manque des lits de réanimation? Je n'ai pas dit qu'il n'en manquait pas en France, hein. J'ai dit que peut-être il en manque. Mais il ne manque sûrement pas la différence entre 5 000 et 20 000, c'est ça que je veux dire. Maintenant, est-ce qu'il manque... alors, Prudhomme dit ce qu'il veut, il a bien raison, c'est son avis, hein, ce n'est pas l'avis des gens qui travaillent en réanimation tous les jours, je peux vous le dire, et je connais bien Prudhomme, et il n'est pas en réanimation, voilà, ça je peux vous le dire. Et donc, globalement, il manque peut-être en France, 800 000 lits de réanimation qui seraient utiles en temps normal. 800 à 1000, oui, 800 à 1000. Pas 800 000, non, 800 à 1000. Lits de réanimation en temps normal. Hein, mais je vous ai dit que déjà, il y en avait 600 qui n'avaient pas été occupés liés au manque de personnel. Donc là, madame, je vous rejoins à 400%. Il manque des bras, ça c'est sûr. Il manque de personnel. Et peut-être d'ailleurs au niveau de la chiffrologie que vous avez citée, que Prudhomme a mis en avant. Il manque beaucoup de personnel. Mais monsieur le directeur général a parlé de la formation, a parlé des difficultés, a parlé de la... J'avais une réunion aujourd'hui avec l'ARS sur la formation des internes dans cette discipline dite démographiquement basse, d'accord, et qui ont besoin, dont l'anesthésie-réanimation en l'occurrence. Et à partir de là, on a vraiment dit qu'effectivement, il fallait faire un effort colossal pour ces disciplines. Merci. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde, donc on vous applaudit vraiment tous les quatre. Merci Laurence Contarassus d'avoir été avec nous à distance. Merci Géraldine pour ce débat. Et donc on se donne rendez-vous demain matin dès 10h où nous allons parler donc des moyens de renforcer notre immunité. Et donc je vous rappelle aussi bien évidemment ce numéro spécial du Point que vous trouverez auprès de la librairie. Comment renforcer son immunité. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain. Merci beaucoup à vous.